Retour dans la semaine de l'écho sur France 24. Je suis toujours en compagnie de Raquel Garrido, avocate et cofondatrice du Parti de gauche, auteur de Guide citoyen de la 6e République chez Fayard. Jean-Marc Daniel, économiste, auteur de Valse Macron, le socialisme de l'excellence à la française chez François Bourin, éditeur. Et François-Michel Le Tourneau nous a rejoint. Bonjour, directeur de recherche au CNRS, spécialiste du Brésil. Parce que le Brésil, vous le savez, est face à ces turbulences. La présidente Dilma Rousseff est écartée du pouvoir, mais elle se battra jusqu'au bout contre ce qu'elle considère être un coup d'État. Son ancien allié, le vice-président Michel Temer, qui assure l'intérim, a présenté un gouvernement sans aucune femme. Impopulaire, il veut faire du redressement de l'économie sa priorité. Alors, crise politique, crise économique, le pays va-t-il s'en sortir? Quelques réactions, on en débat ensuite. Aux Brésiliens qui s'opposent au coup d'État, indépendamment de leur position politique, je les appelle à rester mobilisés, unis et pacifiquement. Et j'ai la conviction absolue qu'il faut restaurer la crédibilité du Brésil, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Je crois que c'est le Brésil qu'il faut féliciter. Et je suis persuadé que maintenant les choses vont s'améliorer. Elle a été jugée par un groupe de bandits. J'ai honte du Congrès brésilien. Plus de la moitié de ses députés sont impliqués dans des affaires de corruption. Il y a des preuves. Elle a été condamnée par vengeance. Avec le gouvernement de gauche, avec le président Lula et la présidente Dilma, les femmes ont gagné plus d'espace. Et maintenant, on voit une régression, parce qu'ils ont déjà lancé un gouvernement sans aucune femme. François-Michel Le Tourneau, est-ce qu'elle est victime effectivement d'un coup d'État, Dilma Rousseff, comme elle le dit? On rappelle qu'elle a 180 jours pour se défendre contre cette décision du Sénat, mais est-ce un coup d'État? Alors, on ne peut pas parler de coup d'État, ça c'est clair, puisque la Constitution est respectée, chaque assemblée est dans son rôle et dans ses pouvoirs, donc de ce point de vue-là, ce n'est pas un coup d'État militaire comme on a pu les connaître dans les années 60, c'est pas la légalité et l'institutionnalité, elles sont respectées. Maintenant, coup d'État institutionnel, elle dit, donc oui, une cabale. Oui, mais non, il entre dans les pouvoirs du Congrès brésilien d'avoir une procédure d'impeachment contre la présidente, si celle-ci est, jugée coupable de crimes. Alors justement, la question maintenant, c'est qu'elle va présenter sa défense pour montrer parce qu'on l'accuse d'avoir maquillé les comptes. Voilà, et donc de tomber sous le coup de la loi de la responsabilité fiscale, qui au Brésil, pour obliger à une bonne gestion des finances publiques, qualifie de crime. Et c'est pour ça qu'on peut l'accuser et avoir la procédure d'impeachment, donc qualifie de crime les jeux sur les comptes. Alors ce qu'elle dit, bien sûr, c'est qu'elle n'est pas la seule dans ces affaires de corruption. Pourquoi a-t-elle été lâchée par ses plus proches amis, y compris d'ailleurs celui qui va assurer l'intérim? Alors déjà, il faut faire une différence. Elle est donc accusée d'avoir maquillé les comptes, mais ce n'est pas de la corruption, elle n'est pas accusée d'enrichissement personnel. Ce qui est bien différent, effectivement, de grand nombre de députés et de sénateurs qui sont mis en cause dans des affaires où, pour le coup, c'est leur probité ou le financement de leur parti qui est mis en cause. Donc, ce sont deux types d'affaires un petit peu différents. Alors, pourquoi est-ce qu'elle a été lâchée? Il y a eu Michel Temer et par d'autres. Par tout le monde, par toute la coalition qu'elle avait montée, en fait. Il y a sans doute trois facteurs. Le premier, c'est la dégradation de la situation économique et le mécontentement de la population qui a beaucoup grandi. Le deuxième, c'est la mauvaise gestion de sa relation avec le Congrès, la preuve, puisque les votes ont été sans appel. Et le troisième, elle manque de sens politique. Voilà. Et le troisième, c'est sans doute l'opération anticorruption qui a été lancée par la police fédérale et le ministère public, qui est en train de mettre très à mal le milieu politique brésilien. Et on peut supposer que c'est quand même une manière, en se débarrassant de la présidente, d'essayer de reprendre la main là-dessus, même si ce n'est pas dit clairement. Jean-Marc Daniel, c'est vrai que crise politique institutionnelle sur fond de crise économique, puisque là, on est dans une récession au Brésil depuis le deuxième trimestre de l'année dernière, récession forte, taux de chômage en prévision de 2016 de 9,2%, l'industrie est en fort recul, la monnaie locale, le réal, s'est effondré d'environ 40%. Il y a eu donc de mauvais choix de politique économique? Oui, je crois que ce qui est intéressant dans ce qui se passe, et on l'a rappelé, c'est-à-dire que les pays d'Amérique latine d'une façon générale, et le Brésil en particulier, ont une sorte de tradition économique qui consiste à gérer les
les problèmes par l'inflation. Et les décisions qui avaient été prises à un moment donné, c'était d'éviter la réapparition de cette inflation en étant très strict sur la façon dont on gère les comptes publics, sur la façon dont on affiche la situation des comptes publics et sur la façon dont on finance le secteur public. Or, si on l'accuse effectivement en ce moment, alors qu'elle n'est pas à titre personnel impliquée dans une forme de corruption, si on l'accuse d'avoir failli dans sa tâche, c'est qu'elle a remis dans le circuit cette tradition qui est un mélange de protectionnisme, de dirigisme et d'inflation pour gérer le pays. Or, quand on regarde les BRIC, les pays qui étaient donnés comme étant les grands vainqueurs de la décennie actuelle... Ils vont plutôt assez mal en ce moment. Et ils vont tous assez mal, sauf l'Inde. L'Inde est celle qui est de ces 4 pays, Brésil, Russie, Chine et Inde. Le pays qui s'en sort le mieux, c'est l'Inde. Pourquoi? Parce que l'Inde a fait un choix inverse, c'est-à-dire un choix où on s'appuie beaucoup sur l'investissement privé et moins sur l'investissement public, où on a une structure de financement assez saine qui fait qu'il n'y a pas de déficit de balance des paiements courants, et où on est très inséré dans la logique mondialisation au travers des nouvelles technologies. C'est-à-dire l'Inde a fait le choix plutôt d'être un producteur de logiciels, alors que le Brésil est encore un secteur très orienté vers l'agro-industrie, vers une industrie. Il paye la chute des exportations, la crise chinoise. Et donc, alors à partir de ce moment-là, effectivement, le Brésil est très dépendant d'un certain nombre de secteurs qui sont par nature assez en régression, et donc le Brésil est emporté par cette situation. Le dernier élément, c'est qu'il faut bien voir que dans le contexte régional, le Brésil n'est pas le seul à souffrir. C'est-à-dire que l'Argentine, qui est en train d'amorcer des réformes plus libérales, subit en ce moment aussi une nouvelle crise d'inflation, sans parler du Venezuela, qui est en train de devenir un drame économique d'une ampleur insoupçonnée. Non, c'est vrai que Raquel Garrido, tout a commencé par cette affaire Petrobras, finalement, une gigantesque affaire de corruption. Est-ce que Dilma Rousseff paye finalement un petit peu le prix? Bien sûr, il y avait une tradition, il y a une double tradition, celle de payer, d'acheter les voix en fait dans les chambres. Donc le président achète les voix en pièces sonnantes et trébuchantes. Ça a été mis à jour et Dilma Rousseff y a mis fin. Donc, de ce point de vue, elle est c'est la plus éthique de tous les présidents qui se sont succédés, d'une part. Et puis, il y avait une autre tradition, effectivement, c'est celle de l'intervention internationale, FMI, qui cristallise des politiques d'ajustement structurel qui en viennent à criminaliser le fait de, finalement, faire des dépenses publiques. Et quand on revient, on met ça en lumière avec ce qui se passe en Europe ou en Grèce ou ailleurs, chacun peut comprendre le danger de ce genre de mesures qui criminalisent les dépenses publiques. Parce qu'en définitive, ce qui a eu lieu, c'est que Dilma Rousseff a engagé des dépenses. Voilà, elle a fait 6 décrets, elle a pris 6 décrets de correction du budget. Donc c'est pas un crime. Objectivement, ce n'est pas un crime. Mais c'est pas ça dont elle est accusée aujourd'hui. Ah si, c'est ça. Et vous avez 80 personnes, 80 sénateurs qui se permettent de remettre en cause le vote de 54 millions de personnes. 80 sénateurs, dont la moitié, effectivement, comme c'était dit, non seulement par la personne interviewée, mais aussi par les commentateurs, sans doute vont terminer en prison pour des raisons de corruption, et 54 millions de l'autre côté. Alors ça, si ça ne peut pas s'appeler coup d'État, je ne sais pas ce qu'est qu'un coup d'État. Voilà. Il faut que des militaires en botte pour que ça s'appelle coup d'État? Non, il y a aussi des coups d'État qui sont faits de façon plus subtile, et effectivement, c'est une honte. François Michel Le Tourneur, c'est Michel Temer qui assure cet intérim. Oui. 6 mois de gouvernement. Alors, il veut mettre en place une politique d'austérité. Il est très impopulaire. Il a mis en place un gouvernement où il n'y a pas de femmes. Qu'est-ce qu'on peut attendre, justement, de ce qu'il va faire pendant les 6 prochains mois? On va voir. Alors, soit il a la baguette magique et tout à coup, il réordonne le Brésil magiquement. Ça marche. Et dans ce cas-là, il deviendra populaire. Bon, on peut en douter. Mais enfin, voilà. 1%, je crois, sa cote de popularité? Oui, mais d'un autre côté, on peut dire plus que impopulaire, il est inconnu. C'est-à-dire son nom, voilà, ça fait 3 mois qu'on en parle, mais avant, les gens effectivement avaient voté pour Dilma Rousseff. On savait vaguement qu'elle avait un vice-président qui s'appelait, c'est la même chose que les vice-présidents des États-Unis. Qui connaît le vice-président des États-Unis? Pas grand monde. Donc c'est à peu près la même chose. C'est clair qu'il n'a pas de... Lui est très âgé d'ailleurs, il y a très longtemps qu'il est dans les circuits politiques. Il n'a pas de base. Maintenant, il a essayé de mettre au point un gouvernement qui rassemble l'ensemble de l'opposition à Dilma Rousseff, enfin une opposition avec les traîtres, donc c'est-à-dire à peu près l'intégralité du Parlement, sauf le PT, on va dire. Il est le premier traître, lui, d'ailleurs. Oui, il est le premier traître, c'est le premier à avoir mis... T'es proche de Dilma Rousseff. La question maintenant, c'est est-ce qu'il est capable, par ses réformes économiques, de remettre de la croissance dans le tube et du coup les choses vont se calmer, notamment du point de vue populaire, ou est-ce que ça ne fonctionne pas? Donc ça, c'est la première chose à voir. La deuxième, c'est qu'effectivement, de nombreux ministres de son gouvernement sont sous le coup d'accusations ou de mises en cause qui vont sans doute venir dans les prochains mois. Donc la situation va encore être très évolutive et il est possible qu'il se trouve face avec un gouvernement qui doive reformuler régulièrement parce que tel et tel ministre est mis en accusation et donc doit pour une affaire de corruption. Pour les mêmes affaires de corruption. Et du coup, voilà, on va voir où il va pouvoir aller. Ça va être
ça va être difficile pour lui. Mais ce qui me semble clair, c'est que d'un autre côté, si ça va être difficile pour lui, ce sera encore plus difficile pour Dilma Rousseff de revenir. À supposer qu'elle soit capable de montrer son innocence, à supposer qu'elle soit capable de convaincre les sénateurs qui vont voter pour elle une deuxième fois et qu'il n'y ait pas la majorité des 2/3 contre elle, comment pourrait-elle refaire un gouvernement et repasser le moindre texte de loi devant 2 chambres qui l'ont désavoué complètement 6 mois avant ? Ça ne fonctionnera pas. Donc elle ne peut pas s'en sortir, en fait. Je pense que sur le plan politique, sur le plan institutionnel, elle peut s'en sortir. Sur le plan politique, il est clair qu'elle n'a plus les conditions de gouvernabilité et que pour le Brésil, la meilleure solution, sans doute maintenant, serait de retourner aux urnes avec de nouvelles élections générales et de préférence une nouvelle assemblée constituante pour modifier le système politique. Et là, on pourrait avoir une sortie par le haut. Mais il y a aussi un problème institutionnel parce que là, ce sont les sénateurs qui doivent ensuite évaluer ou être ce sont les mêmes en fait qui doivent par la défense de Dilma Rousseff. Donc ils sont juges et partis. Il y a un vrai problème institutionnel et c'est ça, à mon avis, l'erreur de base du PT, c'est que alors que c'est le pays de la démocratie participative, de Porto Alegre, voilà, il y a plein d'avancées d'innovation au Brésil, ils n'ont pas voulu faire une assemblée constituante, ils n'ont pas réussi à faire une réforme politique qui assure la représentativité et l'implication réelle. Et du coup, vous avez ce genre de procédure qui justement, la démocratie brésilienne peut-elle être menacée? Ça sera ma dernière question. François-Michel de Tourneau. Moi, je ne pense pas. Il y a une dictature militaire pendant des années. Non, mais je pense que telles que les choses sont actuellement, on peut parler de démocratie formelle si on veut, mais les textes sont respectés, les libertés publiques, la liberté de manifester, etc. sont assurées. Donc le Brésil n'est pas dans une crise. Je ne suis pas du tout d'accord avec l'idée d'un coup d'État. On peut être d'accord que c'est un renversement sur le tapis vert des élections, ça tout à fait, voilà. par le biais de la légalité. Alors il faut peut-être changer la Constitution. Les institutions seraient suffisamment solides, vous pensez, pour justement qu'il n'y ait pas une remise en cause de la démocratie? Normalement oui, on va voir maintenant si le gouvernement essaie d'interférer avec le ministère de la Justice et avec le ministère public. Alors dans ces cas-là, on sera dans une situation différente. Que voulez-vous dire? Mais il ne faut pas confondre démocratie et texte institutionnel. En France, c'est comme le 49.3, c'est dans la Constitution, mais ce n'est pas démocratique. Qu'est-ce que vous vouliez dire avec l'interférence avec le ministère public? C'est-à-dire qu'avec le ministère public, ce sera difficile puisqu'il est indépendant. Avec le ministère de la Justice et la police fédérale, ce sera éventuellement possible. C'est-à-dire que, par exemple, justement, cette affaire de corruption, cette opération Karcher qui est lancée par la police fédérale, si le ministère de la Justice décide d'y mettre un terme, si le ministre de la Justice essaie d'interférer, si on menace l'indépendance des procureurs qui l'amènent, dans ces cas-là, effectivement, on sera dans un scénario un petit peu différent. Et il y a quelques indices qui montrent qu'il y a des tentations en ce sens. Des risques. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été mes invités. Merci à vous de nous avoir suivis et restez avec nous sur France 24.